merci de vous être déplacé ce matin pour cet échange. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir dans le cadre de cette manifestation littéraire. C'est aussi un plaisir pour nous de vous présenter cet ouvrage qui sort de l'imprimerie mercredi, on l'a reçu mercredi, qui sortira officiellement la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'est un moment vraiment émotionnel pour nous. Un travail qui dure depuis plusieurs années maintenant, puisque cet ouvrage est le fruit du travail qui a été initié en 2011 et puis avec un aboutissement la semaine prochaine. Alors, je m'appelle Théa Mwakam, je suis responsable éditorial de Théam Édition. Et puis Théam Édition, c'est une maison d'édition qui publie de la littérature africaine depuis 2010. Donc nous publions des livres qui parlent de l'Afrique. Il y a le roman, le théâtre, la littérature jeunesse et des essais. Aujourd'hui, avec l'Égypte ancienne, un système africain du monde, c'est un aboutissement de travail qu'on a commencé effectivement depuis 2010, qui contribue à faire découvrir l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'Égypte ancienne et le monde actuel. Et en s'appuyant sur cet ouvrage de Yoporika Somé, Yoporika Somé est philosophe, docteur en philosophie de l'Université de Cheikh Anta Diop Dakar. Il est également il est égyptologue de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également philosophe de l'Université de Strasbourg. Il est auteur de plusieurs ouvrages que vous allez notamment découvrir sur la 4e de couverture de celui-là. Donc, l'Afrique dans la philosophie, introduction à la philosophie africaine de la période pharaonique. Il est également auteur de cours d'initiation à la langue égyptienne ancienne. Il est co-auteur de cet ouvrage, Anthony William Amo, Sa vie et son œuvre. Donc l'œuvre d'Anthony William Amo, philosophe du XVIIIe siècle des Lumières. Yoporika Somé est également contributeur, collaborateur de la revue Ankh, une revue qui est à l'initiative du professeur Théophile Obenga, qui paraît depuis 1992 et participe activement en tant qu'enseignant de langue égyptienne ancienne dans le cadre de l'association Kepera. Donc, avec ces éléments, vous allez effectivement comprendre pourquoi est-ce que l'ouvrage sur lequel nous allons échanger aujourd'hui est important. Alors, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un échange interactif. En s'appuyant sur l'expérience de Yoporika Somé, qui va nous édifier sur l'Égypte ancienne et son rapport avec le monde actuel, notamment le monde africain actuel. Et bien évidemment, ses influences dans le monde, tout simplement. Donc dans la Grèce antique, et également jusqu'à nous aujourd'hui, dans le monde européen aujourd'hui. Donc ce sont les aspects sur lesquels nous allons échanger. Alors inscrire l'Égypte dans son contexte africain et également avoir une vue d'ensemble de l'Égypte ancienne. Donc partie du général au spécifique. Alors en travaillant sur cet ouvrage, puisque je suis l'éditeur, j'ai travaillé sur cet ouvrage pendant plus d'une année, donc les échanges, la fabrication du livre, la relecture, le travail éditorial tout autour. Il y a une question qui est souvent revenue, qui est d'ailleurs dans les remerciements de l'auteur. C'est une approche novatrice en ce qui concerne l'égyptologie. Donc c'est sur cette question que je vais introduire le propos, donc interroger Yoporika Somé. En quoi l'ouvrage est une approche novatrice en ce qui concerne l'étude, donc du moins le domaine de l'égyptologie. Merci beaucoup Théam. Merci à vous qui êtes là pour cet échange.
je vais d'abord commencer par, avant de répondre à ta question, te le remercier en tant qu'éditeur. Parce que bon, moi je l'ai connu il y a une dizaine d'années, il est venu suivre mon cours de hiéroglyphes. Et puis au fur et à mesure, il a parlé de son projet de se mettre à l'édition. Et j'ai compris plus tard que c'était pour préparer ça qu'il était venu suivre le cours. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que quand ce livre est arrivé, moi je l'ai découvert ce matin ici. Il m'en a parlé, donc je l'ai appelé au téléphone. Et il commence à me dire, quand j'ai eu le livre en main, parce que moi je voulais vérifier si vous savez, dans les livres d'égyptologie, les hiéroglyphes sont très importants. Peu d'égyptologues, des spécialistes, savent les faire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, donc dans leurs livres, ils mettent ce qu'on appelle les translittérations. Donc là, bon, on a fait l'effort de mettre le texte avec l'écriture d'origine. Et il faut qu'à l'impression, ça sorte bien, parce que c'est une difficulté. Et comme je n'avais pas suivi ça, je l'ai appelé pour savoir si les caractères étaient bien sortis. Et il me raconte une autre histoire. Bon, il répond oui, mais il me raconte une autre histoire que je vais vous raconter. Il me dit, quand j'ai eu ce livre en main, j'ai pensé à Frédéric Douglass. Frédéric Douglass, c'est un gars qui est né esclave et qui est devenu un éditeur. Et alors, il m'a dit, avant j'éditais des livres, maintenant je peux dire que je suis un éditeur. Donc c'était un peu flatteur pour moi aussi. Et j'ai dit ça parce que bon, il dit qu'on fait le travail depuis 1 an, mais c'est depuis plus longtemps que ça. On a pris la décision de publier, donc après l'affoutement de la Terre, donc la Terre a été soutenue en 2016, donc vous voyez, ça fait 2 ans. Et parfois on se parle à minuit ou à des heures très tardives, juste pour changer une virgule ou corriger une petite copie, et on l'a fait des centaines de fois. Et donc j'espère que dans ce que vous allez lire, il n'y a pas de vice de forme, on va dire. Après, il va y avoir des problèmes de fond. Et je commence à répondre à sa question. L'approche innovative, c'est quoi? Ou innovatrice? Moi, je crois. C'est d'abord le fait de présenter l'Égypte ancienne comme un tout. C'est-à-dire que dans les présentations qui sont faites, et elles sont très bien faites, c'est fait par des spécialistes qui sont spécialistes d'une période, par exemple l'Ancien Empire. C'est quand même, ça dure, c'est 1500 ans, hein, ou plus, ça dépend d'où on commence à compter. Si on compte par le règne du premier, de Narmer, donc du premier roi, jusqu'au commencement de l'an 2000, avant JC, ça fait 1500 ans, ou plus. Bon. Il y en a qui sont spécialisés sur cette période, c'est très vaste. Dans cette période, il y a des subdivisions, le temps des pyramides, le temps où les Égyptiens ne savent plus comment on construit les pyramides, et on arrive au Nouvel Empire, qui va durer aussi 1000 à 1500 ans. Non, on arrive d'abord au Moyen Empire, entre les deux, donc c'est 1000 ans, puis au Nouvel Empire, 1000 ans, 1500 ans. Et quand l'Égypte, après plusieurs attaques des voisins de l'Est, va perdre son autonomie, c'est-à-dire son indépendance au IVe siècle avant JC, donc le dernier pharaon est chassé c'est Nectanebo II, est chassé de sa capitale et se réfugie dans le sud. Et à ce moment-là, l'Égypte est sous domination assyrienne, ensuite grecque, donc les Ptolémées, puis les Romains, puis etc. Et cette période dure ici, les égyptologues estiment 1500 ans jusqu'à ce que la révolution égyptienne réinstalle un Égyptien à la direction du pays. Donc de Nectanebo à la révolution de 52, il s'est passé 1500 ans, etc. Donc il y a des spécialisations sur toutes ces tranches d'histoire. Moi, ce que j'ai voulu, et c'était une approche, un intérêt personnel, parce que quand j'ai commencé cette affaire-là, il y a un peu plus de 20 ans, je ne comprenais pas grand-chose du tout, parce que c'était... Et le point était mis sur les particularités, de sorte qu'on n'avait pas de perception d'ensemble. Voilà. Ce que j'ai voulu faire, donc, c'est de présenter ça comme un tout cohérent. C'est pour ça que je parle de système. Non seulement de système de pensée, mais aussi de système du monde. C'est-à-dire, je pense que c'est le premier, en tout cas,
qui est écrit. Hein. Peut-être qu'il y a eu des systèmes du monde basés sur l'oralité avant. Hein. Ça, c'est peut-être le pré-dynastique, c'est-à-dire les hommes ont pensé l'univers. Hein. Les hommes, c'est-à-dire les Africains, parce qu'on parle de périodes où il n'y avait que eux. D'accord. Donc, ils ont certainement élaboré des choses dessus. Mais comme on n'a pas de traces écrites, on ne peut pas dire. Voilà. Par contre, là, c'est le premier sur laquelle on a des traces écrites et qui vont de l'Ancien Empire, c'est-à-dire la période des pyramides, ce qu'on appelle les textes des pyramides. En fait, ce sont des inscriptions qui sont faites sur les parois des pyramides. Donc, vous savez que la pyramide, tout ce que vous voyez, c'est de l'esbrouf, on peut plus parler vulgairement. L'essentiel se trouve sous la terre. Et c'est là qu'il y a les textes. Voilà. Et donc, depuis cette période-là, en passant par le Moyen Empire, le Nouvel Empire et la Basse Époque, c'est-à-dire même quand l'Égypte a perdu sa souveraineté, il y a des scripts, des textes qui continuent d'être publiés et qui ont des petites théories. Il y a une variation parce que c'est 2000 ans d'histoire, mais la structure fondamentale n'a pas changé. Alors, c'est ça qui m'intéressait. Aussi bien dans la cosmogonie, c'est-à-dire l'explication de l'origine du monde, que dans la société égyptienne qui a été mise en place et son fonctionnement, et enfin dans la pensée d'une vie après la mort. Comment se fait-il que à cette époque-là, on pense qu'après la mort, tout n'est pas fini. Donc, il y a des explications qu'on trouve dans la façon dont ils considèrent l'être humain au sein de l'univers comme appartenant à un tout avec lequel il y a des relations de fraternité, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que l'Égyptien va considérer que l'être humain n'est pas une, si vous voulez, j'emploie le mot créature, mais c'est pas ça qu'il faudrait dire, parce que l'Égyptien ne considère pas ça ainsi. C'est-à-dire qu'il appartient à un tout, et qu'il y a un élément commun entre lui, entre les êtres humains, les animaux, les végétaux et même les dieux. Voilà. Et que cette façon de penser l'origine de l'univers va avoir des implications dans la société. La société égyptienne, une société hiérarchisée. Vous allez voir, Pharaon est en haut, les scribes qui sont les fonctionnaires d'État sont, si vous voulez, placés au milieu. Et ensuite, il y a le bas peuple, si vous voulez. Comment vont se passer les relations entre le sommet de la pyramide et la base? Très logiquement, il faudrait imaginer un système d'oppression très féroce. Logiquement, ça devrait être comme ça. C'est-à-dire que celui qui est en haut, il fait travailler, il ordonne à ceux qui sont au milieu de faire travailler ceux qui sont en bas, sans rémunération, enfin un système comme on a connu dans le système esclavagiste. Logiquement, c'est ce que ça devrait être. Or, ça n'a pas été ainsi. Et ça, c'est une grande interrogation, enfin, quelque chose d'intellectuellement très captivant de chercher à comprendre pourquoi il n'en a pas été ainsi. Et il y a une notion fondamentale qui est la maths, dont vous avez déjà entendu parler, qui, selon moi, permet d'expliquer cela. La maths étant le principe d'équilibre, le principe de justice, le principe de vérité, le principe d'ordre social juste, qui vaut aussi bien pour la nature, c'est-à-dire dans la nature, que personne n'est maître et possesseur de la nature. Je veux dire, l'homme n'est pas, la nature n'est pas créée pour l'homme, qui peut la saccager ou la dominer, la mettre à sa guise. Hein. L'homme lui-même et la nature, les éléments de la nature partagent une origine commune, une fraternité. Et donc, cet aspect-là, si elle est vraie dans la nature, doit pouvoir être vérifié dans la société. Certes, qui est hiérarchisée, mais à l'intérieur de laquelle vous allez voir, si on va dans le détail, que les droits de la personne humaine sont affirmés. Et moi, j'affirme que le plus vieux texte écrit dans lequel on parle du caractère sacré de la vie humaine se trouve dans un texte égyptien.
et de l'idée du droit de la personne humaine. Ce qui va donner que même les chapitres qui sont consacrés à l'échelle la plus basse de la société, c'est-à-dire comment était... Bon, le statut du scribe, tout le monde sait, tout le monde connaît à peu près. Donc c'est l'intellectuel, c'est le haut fonctionnaire, c'est celui qui travaille avec son esprit, mais tu dois aussi, une expression égyptienne dit, tu dois aussi être habile de ses doigts. Donc, c'est pas comme l'intellectualité de nos jours, ou la façon dont elle est perçue. Il travaille avec sa tête, mais il travaille aussi avec ses mains. Tel n'est pas le cas de l'ouvrier, c'est-à-dire celui qui va être dans les champs ou dans les carrières à tailler les pierres. Quelle est sa condition? Et donc, pour connaître l'état de la liberté dans cette société, je me suis plutôt intéressé, non pas seulement au discours écrit par les scribes, mais à la condition réelle des travailleurs manuels. Depuis l'Ancien Empire, donc la période des pyramides, parce que vous avez entendu que les pyramides ont été construites par une main d'esclaves. Dans le monde égyptologique, on a beaucoup de différences, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de points. Par exemple, où se trouve l'Égypte, est-ce qu'elle appartient à l'Égypte, ou au Proche, ou au Moyen-Orient? Voilà, ce sont des points comme ça, où tout le monde n'est pas d'accord. Nous disons, la plupart des gens pensent que ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Je reviendrai sur ce deuxième point. Ceux qui pensent que ça a quelque chose à voir avec l'Afrique, c'est une minorité. Vous voyez? Je parle même parmi les Africains. Vous avez des Africains noirs comme nous qui pensent que c'est pas l'Afrique. D'accord? Donc il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais sur cette question-là, dans la bibliographie que j'ai utilisée, j'ai trouvé juste un auteur qui disait qu'il y avait l'esclavage en Égypte. Comme c'était un égyptologue, c'est un Égyptien d'ailleurs, un égyptologue qui vient de l'Égypte actuelle. Alors il a donné les termes. Le terme Pâques, pour les autres qui connaissent un peu le terme Hem, etc. Pour lui, c'est ça qui veut dire l'esclave. Le terme Hem, c'est celui que porte Pharaon. Et que lui-même, comme il est égyptologue, va traduire par majesté. Et quand il ne s'agit pas de Pharaon, il traduit par esclave. Considérons que c'est ça. Alors, puisque nous avons vécu, nous sommes témoins de ce que c'est que l'esclavage. Alors, imaginons dans une société esclavagiste où le terme qui désigne le sommet de la société est le même qui désigne l'esclave qui est en bas. C'est une contradiction. Mais cela peut exister. Voilà. Mais allons voir de façon concrète quelle est la situation réelle de cet homme. Voilà. C'est l'ouvrier dans les carrières pour construire les pyramides. Ça, c'est très ancien, c'est moins de 2500. Mais ce sont les Égyptiens eux-mêmes, c'est Zahi Hawass. Ce sont eux qui ont trouvé le site où étaient hébergés les médecins qui soignaient les personnes qui étaient blessées, qui tombaient par exemple des échafaudages, ça monte jusqu'à 130 mètres, cette lecture. Et aussi, ils ont mis à jour des sites où en fait il y avait des cuisines collectives. On venait faire à manger pour les gens qui travaillaient là, aux frais de Pharaon. Et donc, on pense que non seulement ces gens-là ils avaient une rémunération, ils étaient payés, peut-être en ration alimentaire, mais en plus de leur salaire, ils étaient nourris sur place et soignés quand ils étaient malades. Donc ça, c'est l'Ancien Empire. 1500 ans après, alors que, si vous voulez, bon, la civilisation égyptienne a continué de fonctionner et connaît même une certaine apogée, on retrouve des documents où, et j'en parle dans cet ouvrage, les ouvriers qui sont dans une tombe, qui s'occupent de la construction d'une tombe royale. Alors, il y a un registre d'appel où on se rend compte que tel jour, les dates sont marquées, tel ouvrier n'est pas venu travailler. Et la raison est marquée en rouge. Il est malade, ou son enfant est malade, sa femme est malade, sa mère est décédée, son père est décédé, et
c'est une raison valable pour ne pas venir travailler et d'être payé quand même. Ça, c'est du temps de Ramsès II, donc moins 1240. Il faut aller dans la société dans laquelle nous vivons pour savoir de quand date ce dispositif qui est intéressant. C'est-à-dire, je suis un salarié, à un moment donné, ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis malade, je suis alité pendant 2-3 jours. Est-ce qu'au bout du 4e jour, si je retourne, d'abord, est-ce que je retrouve mon travail? Bon, après, il faut prouver qu'on était effectivement malade, on n'est pas allé se promener ce jour. Est-ce que je retrouve mon travail et est-ce que je suis payé quand même à la fin du mois comme si j'avais travaillé les 4 jours? Voilà, ça s'appelle, ça date de tout récent dans l'histoire de ce pays. Voilà. Donc, quand vous voyez ceci, donc ça concerne, je ne parle pas d'esprit, ça concerne des ouvriers dont les noms sont donnés et dont les attributions sont données. Donc, on se rend compte que dans cette société, même si elle est hiérarchisée, il y a quand même le respect de la dignité humaine, et même beaucoup plus que ça, puisque c'est dans cette période-là, à cette même période, donc au gouvernement, qu'on a dans le monde du travail, et ensuite je vais passer à autre chose, on a le début, ou en tout cas la première occurrence d'un arrêt du travail pour protester contre des conditions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les salaires, enfin, par salaire, il faut entendre la rémunération, ce n'est pas forcément en argent, ça peut être sous forme de vivres, et dans le cas d'espèces, c'était sous forme de vivres. Donc, les ouvriers ont un retard de livraison de leur dû, de 10 jours ou un peu plus, et décident d'aller en grève, et on considère, les égyptologues, encore une fois, sont unanimes pour considérer que c'est la première grève de l'histoire du travail. Et ça se passe pour réclamer le dû, c'est-à-dire qu'il y a un retard simplement. C'est pas qu'ils travaillent sans être payés, qu'à un moment donné, ils se rendent compte que c'est une anormalité. Donc voilà un peu la base de la société égyptienne. Maintenant, l'autre aspect, enfin, et ainsi de suite. L'autre aspect qui, selon moi, donne un caractère innovateur à ce travail, c'est que dans la présentation des textes, dans mon commentaire à moi, on ne pourra pas dire que ce n'est pas l'Afrique. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé les textes. Ils sont là, j'ai à ce qu'ils soient reproduits pour que quiconque sait lire puisse voir que, voilà. Et même s'il ne connaît pas l'Afrique, ce n'est pas un problème. Savoir que ce n'est pas l'Est, ce n'est pas l'Orient, ni le Proche-Orient, ni l'Extrême-Orient, ni le Moyen-Orient, c'est l'Afrique. Maintenant, il y a une raison, il y a des raisons que nous pouvons comprendre pourquoi l'Égypte est détachée du continent africain. L'Égypte ancienne, on veut dire. Parce que ce n'est pas seulement l'Égypte qui est contestée. Prenons Grand Zimbabwe. Grand Zimbabwe se trouve dans la partie australe du continent, très loin de la mer. Bon, l'Égypte, il y a la mer, donc on peut dire les gens viennent, il n'y a pas la culture ici, ils sont venus avec leur culture, ils se sont infiltrés par le sud, je ne sais même pas comment c'est possible, parce qu'ils ne sont pas arrivés par le delta, parce que là on ne pouvait pas. Donc ils sont venus de l'extérieur, ils sont venus de l'est, ils sont passés par le sud pour remonter. Voilà, il y a des contradictions, mais c'est possible. C'est possible. Mais pour Grand Zimbabwe, on ne voit pas comment c'est possible. Mais on a attribué Grand Zimbabwe aux Phéniciens pendant longtemps. Dans un instant, ça le 6-0. Pendant longtemps. C'est pas, si vous voulez, c'est pas grand-chose par rapport à l'architecture égyptienne. Et moi, je viens de Burkina. Il y a un site qui est à... C'est maintenant, ça 6-0. Une grande construction que je suis allé voir. Et pendant longtemps aussi, donc ça a été découvert par les administrateurs coloniaux, pendant longtemps, on a tout fait pour que ce ne soit aucun des peuples autochtones qui ait été l'auteur de cette réalisation.
Alors que c'est rien par rapport à une pyramide. Donc comprenez pourquoi les Africains n'ont pas pu construire les pyramides. Ou s'ils ont été là, ils l'ont construite en tant qu'esclaves. Mais il n'y a pas d'esclaves. Donc comment vous faites? Comment vous faites? Voilà. Donc, bon, ça va, c'est un terrain polémique, c'est normal. Nous savons pourquoi il en est ainsi. Et je crois que si la polémique continue d'avoir sa raison d'être, c'est la faute des Africains. Il y a une faiblesse de ce côté-là. Parce qu'il y a des choses dont on ne devrait pas discuter. Est-ce que les Africains ont une civilisation? Non, ce n'est pas des sujets de discussion entre personnes qui se respectent. Là, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit bien le caractère innovateur, on voit effectivement cette relation avec le monde actuel par le biais des salariés des travailleurs qui font une grève. Ce qui serait intéressant aussi pour nous, c'est voir cet aspect, le rapport avec le monde africain actuel. Donc ça c'est aussi effectivement je pense une innovation qui inscrit vraiment l'Égypte ancienne dans son contexte africain. Voilà, alors sur ce point-là aussi, il y a des discussions, parce que alors je vais vous raconter, c'est pas une anecdote, parce que on a demandé à des membres il y a eu 4 rapporteurs, 2 Européens et 2 Africains. Alors, il y a un des deux donc, qui dit que fait son appréciation sur le travail égyptologique général. Bon, il n'a rien à dire, alors que moi c'est sur ce terrain-là que je l'entendais. Et là où il a des choses à dire, c'est sur la méthode comparative. On ne peut pas comparer les faits de l'Égypte ancienne avec ceux de l'Afrique actuelle pour une raison simple. Il y a trop de temps écoulé entre les deux. Et ensuite, il y a un espace qui est aussi large, parce que l'Égypte est là-bas. Si je dis que je trouve des faits qui se prêtent à comparaison, comme la peau de léopard à l'extrême sud du continent. Vous avez vu le cercueil de Mandela qui était posé sur une peau de léopard. Pourquoi? Parce que c'est un chef. Et dans l'Égypte ancienne, c'est les grands prêtres qui portent cet accoutrement. Et donc il me dit, certes oui, ce sont des éléments qui sont, mais on ne peut pas les comparer parce que le temps qui s'est écoulé est trop long. J'ai dit ok, mais à partir de quand on peut comparer? Et jusqu'à quelle limite la comparaison devient impossible? Prenons des faits que la Grèce, que les Indo-Européens ou la Grèce ancienne a mis à développer, et que nous utilisons encore de nos jours comme élément de comparaison. Donc, ça veut dire que s'il a raison, ben dans 5 siècles ou plus, on ne pourra plus faire ça. Alors que selon moi, pour pouvoir comparer valablement deux faits culturels, justement, il faut qu'il y ait une distance dans le temps et dans l'espace. Pour qu'on ne dise pas, voilà, il y a on va dire, la société B a été contaminée par la société A. Parce qu'il y a une proximité qui fait que, bon voilà, ce sont des échos. L'un a pris les échos de l'autre. Mais si la distance est très grande, de sorte que les personnes de la société A n'ont pas pu aller jusqu'à la société B, et si les deux sociétés qui ont évolué de façon différente se retrouvent avec les mêmes éléments culturels, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ils appartiennent au même groupe, à la même culture. Même s'ils ne se sont jamais vus, même s'ils n'ont jamais été, et que leur origine, leur matrice est la même, et que malgré le long temps, ce point commun reste. Voilà, c'est ça, les invariants, ce qu'on appelle les invariants culturels. Ce qui fait que, par exemple, vous prenez deux peuples différents, éloignés par le temps et par l'espace. Les uns utilisent tel mot pour dire l'eau, le père, la mère, enfin
papa, la maman, etc. L'œil, l'oreille, etc. Si vous avez une proximité dans ces termes-là, parce que ce sont des mots que même la langue la plus pauvre du monde ne va pas emprunter aux voisins. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire hérité, c'est-à-dire vous prenez ça de votre ancêtre, vous n'avez pas besoin d'aller emprunter aux voisins. On peut emprunter des mots étrangers pour les besoins de la société dans une époque donnée. Mais si le vocabulaire que vous n'avez pas emprunté va être le même entre deux peuples éloignés dans le temps et dans l'espace, c'est que c'est comme ça qu'on fait pour comparer les langues. Ce n'est pas les Africains qui ont inventé ça, ce sont les grands linguistes ici, dans ce pays, les Saussure, les Benveniste, c'est leur méthode qu'on utilise aussi entre l'Égyptien et les langues africaines et autres. Ça, ce sont les éléments de comparaison. Je parle de la langue. Mais il y a aussi la coutume. La coutume, c'est pas les gens qui créent, c'est la société, on vient trouver ça comme ça. Alors, par exemple, sur la mort, le traitement de la mort et de la vie après la mort, de l'éternité, vous trouvez ça partout dans le continent africain. Et il y a des aspects spécifiques. Et moi, j'ai été surpris, vraiment surpris, quand j'écrivais un chapitre sur la comparaison entre les funérailles en Égypte ancienne et une petite communauté qu'on appelle les Dagara, d'où viennent mes parents. Je sais comment ça se passe puisque j'ai vu. Je sais comment ça se passe en Égypte. Dans les stèles de mort, les femmes ont le sein. Le sein est découvert, voilà, c'est le signe du deuil et tout. Et à ce moment-là, je lis dans la presse une exposition d'une femme sud-africaine qui expose des tableaux, donc c'était en Suisse, et un journal français en a fait l'écho. Et cette dame, elle peint ses tableaux à partir de photos. Et le tableau qui a retenu mon attention, c'est celle de Pauline Lumumba, donc la veuve de Lumumba, donc qui avait été photographiée le jour des funérailles de Lumumba. Et je suis étonné de voir qu'elle ne porte rien en haut. Voilà le sein nu. Et j'en ai donné une copie ici. L'article précise qu'elle respecte ainsi la tradition. C'est au Congo. Moi, je parle de quelque chose qu'on voit en Égypte et que j'ai pu voir au Burkina. Regardez la distance entre les trois points. Et j'en parle à mes amis qui s'étonnent que je m'étonne. Vous avez vu? Même chose sur la royauté divine. J'ai une comparaison avec le Moronara, une royauté, le royaume aussi, que le roi n'est pas une personne, il est assimilé à un astre, le soleil. C'est exactement ce que disent les Égyptiens. Je trouve la même chose dans Kagame, l'abbé Kagame, Alexis Kagame, il parle de la royauté chez les Tutsis du Rwanda, ainsi de suite. Donc voilà des faits qui permettent d'en conclure à l'africanité de l'Égypte ancienne et à la survie de l'Égypte ancienne dans les cultures du continent actuel, parmi les Africains actuels. Ce sont des lectures. Et il y a également un exemple qu'on peut retrouver, c'est le cas des pleureuses, qui est très très connu en Afrique aujourd'hui. Alors, non seulement les pleureuses, mais l'organisation même des obsèques, où il se passe des choses, la musique, la danse, c'est des choses qui se passent en Égypte, la façon dont l'institution des pleureuses, alors les égyptologues disent que ce sont des personnes, des pleureuses à gages, c'est comme ça que l'un d'entre eux les a appelées, c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont payées pour venir pleurer. C'est un peu différent. En fait, la pratique de ce rite actuel montre que ça ne pouvait pas être des pleureuses parce que c'est expliqué dans la mythologie égyptienne, on a eu une explication. Les Égyptiens pensaient que
les pleureuses étaient, les femmes pleuraient aux obsèques, peut-être un peu plus que les hommes, du fait du souvenir des deux sœurs, Isis et Nephthys, qui ont pleuré la mort de leur frère, Osiris. Donc il y avait deux frères et deux sœurs, le frère a tué son frère. Alors, vous voyez que certaines choses, on ne les a pas inventées. Parce que moi je connais un endroit où les gens s'indignent parce que un tel et un tel ont grandi ensemble, étaient considérés comme des frères, et celui-là a tué l'autre. Et on ne comprend pas, mais c'est vieux comme le monde. Seth a préparé un gros piège pour tuer son frère Osiris. Pourquoi? Pas parce que c'était un criminel comme ça, parce qu'il voulait le pouvoir. Vous voyez? Et donc, qui a empêché que ce premier crime soit parfait, se réalise? Ce sont les deux sœurs. Donc, après, il a fait disparaître le corps, entre parenthèses, comme un personnage célèbre de l'Afrique centrale, dont le corps a disparu aussi. Donc, mais ces deux femmes-là ont réussi parce que, grâce à leur don de magicienne, à rassembler tous les morceaux. Il a été déchiqueté, jeté pour qu'on ne sache même pas. Peut-être qu'il n'est même pas mort puisque vous n'avez pas la preuve. Si vous indiquez que là est son cadavre, alors à ce moment-là, on sait qu'il est mort. Mais bon, il fait disparaître le corps, donc il n'est pas mort. Et comme il n'est pas là, je prends le pouvoir. Ça fait pas passer comme ça, grâce aux deux dames, qui sont les prototypes des pleureuses. En fait. Donc elles ont pleuré. Parce que c'est pas parce que quelqu'un les a payés, hein, c'est leur frère qui a été tué dans des conditions impossibles, incroyables. Ils rassemblent les morceaux, ils n'en ont pas trouvé un seul. Un seul morceau a manqué, lequel? Le sexe. Que Isis a façonné de ses mains délicates, a déposé sur le corps de son mari défunt. Ce sont des magiciennes, lui a insufflé le souffle de vie et il est revenu à l'état de vie et a ainsi pu concevoir avec sa sœur et sa femme. Donc, sa sœur, c'est sa femme, Isis, où donc, elle a conçu le successeur, celui qui doit succéder quand le premier roi, Osiris, ne serait plus là. Donc ce n'est pas le frère, ça va être le fils de la mère. Donc, alors, ce détour pour vous permettre de voir que la royauté, regardez un peu chez les Akans, on dit le sang royal est transmis par la mère et pas par le père. Bon, l'exemple là servait simplement à vous expliquer que les pleureuses, selon les Égyptiens, ont leur origine dans le geste de ces deux sœurs. Et moi, dans l'expérience que j'ai pu avoir, les pleureuses sont des gens qui sont concernés par les funérailles à un titre beaucoup plus proche que d'autres. Et on ne nous explique pas qu'elles rejouent cette scène-là, mais il y a toutes les possibilités que ça puisse être plutôt rattaché à ceci, plutôt qu'à un groupe de personnes qu'on irait payer pour qu'elles pleurent. Donc ça, ce sont les quelques éléments qu'on souhaitait mettre en évidence pour pouvoir vraiment montrer cette relation avec le monde africain actuel. Bien évidemment, c'est vraiment un échange, comme je pose quelques questions. Il y a juste un petit aspect que je vais ajouter, ensuite je vous donne la parole. C'est une fois que la personne est morte, dans les civilisations africaines, on pense qu'il y a un long voyage pour arriver au pays des ancêtres, enfin appelons ça comme ça, pays des ancêtres. Moi je sais, puisque j'ai parlé du groupe auquel appartiennent mes parents, où il se dit que cette personne doit traverser une étendue d'eau pour pouvoir le pays des ancêtres. C'est loin et le voyage dure quand même un certain temps et il y a des obstacles à traverser, dont une étendue d'eau qu'il faut passer en payant un pirogue. Et dans la façon dont ils célèbrent les funérailles là-bas,
Il y a une expression qui dit qu'il faut donner les 20 coris des funérailles. Et j'ai toujours cherché à comprendre à quoi ça servait. Jusqu'à ce que j'ai l'explication, mais qui n'a pas été. J'ai fait des enquêtes, les gens n'ont pas su me dire. J'ai entendu, parce que pendant les funérailles, on fait de la musique. Il y a des gens qui disent ce qu'on appelle des cantateurs, c'est-à-dire ils disent des éloges ou ils disent aussi des points critiques de la famille du défunt ou du défunt lui-même. Si vous avez vécu selon, tu as été une personne respectée, qui a vécu selon les normes sociales qui sont mises en avant, les personnes-là vont faire ton éloge et appeler les gens à contribuer, donc à donner cet argent-là pour que le piroguier soit bien rémunéré. Voilà ce que j'ai pu entendre. Ça, on le trouve aussi chez les Balouba. C'est une référence que j'ai trouvée dans Alexis Kagame. Et dans le pays des morts, chez les Égyptiens, se trouve de l'autre côté du fleuve. Alors, c'est simplement une répartition géographique. Ce qu'ils appellent l'Ouest, l'Occident, c'est le pays des morts. Donc, les vivants vivent sur la rive Est et les morts sur la rive Ouest. Donc, voilà une idée qui a peut-être voyagé alors que je laisse simplement une question pratique. Voici, notre pays est défini par le fleuve et le désert, donc nous allons décider que l'espace habitable par les hommes, ça va être la rive Est, et l'espace habitable par les morts, ça va être l'Ouest. C'est comme ça qu'ils appellent, quand ils disent l'Ouest, quand les Égyptiens disent l'Ouest, en fait le cimetière c'est le pays des morts. Mais ça, c'est une détermination géographique qui va arriver jusqu'à nous comme étant un voyage physique où il faut traverser une mer réelle ou un point d'eau réel ou imaginaire. Ensuite, l'autre aspect, c'est que cette personne-là qui va vers le pays des ancêtres a besoin d'être nourrie, a besoin de boire, de manger, d'où les boissons qui sont données ou les animaux qui sont sacrifiés pour l'accompagner. Ce sont des choses qu'on peut considérer comme étant également des invariants culturels. Et ensuite, une fois qu'il arrive au pays des ancêtres, alors on rend compte de ce qu'on a fait. Voilà, tu arrives là, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ça, ce sont des choses dont chacun de nous peut. Et ça, c'est pas différent de ce que vous connaissez par ailleurs comme étant le tribunal d'Osiris qui juge les défunts et qu'on trouve dans les religions, dans les religions du livre, que ce soit l'islam ou le christianisme. Il y a cette idée de balance avec une petite différence. Parce que, alors que chez les Égyptiens, il fallait que ce soit le plus léger possible pour avoir comme garantie de la vie selon les normes sociales. Par exemple, dans l'islam, il faut que le poids de la balance, c'est-à-dire que ce sont les bonnes actions qui produisent du poids. Dans le christianisme, c'est pas. Alors que chez les Égyptiens, au contraire, les bonnes actions, ce sont les mauvaises actions qui alourdissent. Mais c'est la vie divine. Quand il voulait terminer. Donc aussi bien depuis la conception de l'origine de l'homme et du monde que de la fin et la vie dans l'au-delà, on trouve quand même cette cohérence. Oui, et juste pour prolonger ce que tu viens de nous dire, là je vois à la page 89 une représentation de ce qu'on peut appeler l'enfer. Donc ce passage-là, entre le monde des vivants et le monde des morts, qui me semble-t-il est similaire à la représentation qu'on peut éventuellement faire chez les Bambara par Youssouf Tata Cissé. Tout à fait, et c'est aussi dans le Coran, on retrouve un peu les éléments qui sont donnés ici. Donc il y a un serpent qui relie deux univers, et en dessous, vous avez un feu qui brûle. Donc si vous arrivez à passer,
En fait, c'est le serpent qui fait le pont. Si vous arrivez à passer de l'univers des vivants à celui des morts justifiés, donc le pays de l'enfer, sans tomber, c'est que vous avez vécu selon les rôles, vous avez votre balance. Vous êtes favorable du côté des actions positives. Par contre, si vous n'êtes pas favorable, vous tombez et c'est le feu qui brûle, qui vous dévore. Donc voilà un peu, c'est la conception aussi de l'enfer dans les grands textes connus. Et cette cosmogonie-là était présentée donc, par Youssouf Tata Sissé comme étant celle des Bambara. Mais si vous regardez bien, le parallèle avec l'enfer égyptien est évident. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Prenez la parole, hein. On aurait pu prendre la parole à n'importe quel moment. Oui, d'ailleurs. bon, je dis. Oui. Là, dans le cas de Frédéric Douglas, est-ce que vous pouvez revenir au début, vous avez commencé par le cas de Frédéric Douglas par rapport à l'édition? Et ça va revenir d'autant plus que justement hier, il y a une communication de la Indienne qui devait faire justement sur la mobilisation de l'Égypte dans l'émancipation justement des Noirs américains, avec le cas de Frédéric Douglas. Et pour ça, est-ce qu'il y avait un lien? Non, c'était juste, on va dire, c'est une boutade, hein, c'est une banalité en fait. C'est que jusqu'à présent, quand on me disait, vous êtes éditeur, et je disais non, je fais des livres. Mais avec ces livres, avec la publication de ces livres, aujourd'hui, j'affirme clairement que je suis éditeur. Donc, voilà la preuve, voilà le travail qu'on a pu faire. Alors, le lien avec Frédéric Douglas dans son ouvrage Mémoire d'un esclave, donc c'est un ouvrage autobiographique qui montre son parcours. C'est quelqu'un qui sort d'une situation complexe, donc esclave, et qui, par la force du travail, devient éditeur. Donc, cette pensée à Frédéric Douglas, c'est ce même parcours, ce sentiment d'avoir travaillé, sorti d'une situation un peu complexe pour pouvoir aujourd'hui dire que je suis éditeur. C'est tout simplement ça en fait. Déjà, je remercie sa présentation. Et donc, la dernière chose que vous venez de dire, ça me frappe parce que ma grand-mère me l'a raconté. Ma grand-mère qui est certainement bantou. Donc, par rapport au fil de traverser et atteindre les ancêtres. Mais ma question est plutôt, je reviens un peu sur votre débat en tant qu'égyptologue, le refus des autres sur l'histoire africaine, enfin la contribution ou même le socle des Africains en rapport avec la civilisation d'Égypte antique. Et moi, ma question est, il est vrai qu'on subit un problème d'aliénation peut-être, une politique d'aliénation qu'on subit depuis trop longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous qui êtes scientifique, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'Africains vraiment qui suivent cette histoire de l'égyptologie. J'en connais vraiment beaucoup, sauf que là, justement, l'information n'est pas fluide. J'ai du mal même à avoir l'information pour venir ici. J'ai dû faire des recherches, j'ai dû au dernier moment, parce que ma femme m'a aidé, pour avoir l'information de que vous êtes ici en train de faire cette conférence. Donc j'ai découvert pour venir. Mais ma question est, comme vous dites qu'il y a beaucoup d'égyptologues qui n'acceptent pas notre contribution à cette histoire, je constate donc à ce moment-là que c'est la continuité de renforcer l'aliénation des Africains sur leur propre. Donc, mais maintenant, y a-t-il une réflexion au sein du continent ou au sein des scientifiques noirs pour l'apprentissage justement de la récupération de cette histoire, que ce soit un hiéroglyphe que vous avez commencé un peu japonais, enfin je suis quelques professeurs qui donnent des cours d'une manière disparate, mais est-ce qu'il y a une réflexion à partir de la réflexion de Cheranta Diop jusqu'à le professeur Benga, jusqu'à votre génération? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une génération
en Afrique pour qu'on puisse justement faire de l'apprentissage une école qui permettrait aux Africains de récupérer leur manière d'être, leur écriture, leur histoire, de la sorte qu'on puisse se débarrasser un peu de notre aliénation par rapport avec tout ce qu'on subit, on nous fait subir, on nous fait comprendre que c'est ça la vérité et que ça, c'est pas la vérité. C'est une question très vaste. Hein? Si quelqu'un dans la salle a des réponses et que on est tous invités à répondre, moi, en fait, bon, il faut voir que ce n'est pas seulement dans l'égyptologie, comme j'ai dit au début, que ça se pose. Et je veux dire, mais c'est en égyptologie qu'on peut mieux comprendre ça. On peut mieux les comprendre, je trouve. Mais c'est la question de l'histoire du monde, de l'histoire africaine et de la capacité des peuples africains à être auteurs de leur histoire. C'est ça qui est refusé. Et c'est cette question-là, et comment nous, on peut justement voilà, donc, et ça touche, mais quand on dit l'histoire, c'est tout, ça touche à beaucoup d'aspects, ça touche à la musique. Bon, la musique, on ne nous conteste pas, heureusement. Et la danse non plus. Pas contesté. Mais la littérature, la science, la médecine, la religion, tout ça est contesté. Justement. Donc, alors, le problème est posé comment? C'est le contenu de l'enseignement qu'on donne aux petits Africains, y compris en Afrique même. Vous parlez de Cheikh Anta Diop. Ça, je peux parler parce que c'est peut-être une autre époque. Moi, on a entendu parler de Cheikh Anta hors de l'école. Hors de l'école. Bon, pour nous, en fait, les gens de ma génération, pendant ces années-là, c'est un peu différent ce que je dis parce que au milieu des années 80. Et puis, c'est là que le président de l'époque décide de créer ce qu'il appelait un institut des peuples noirs. Et il envoie une personne qui est devenue un ami après, c'était un de ses ministres, c'était Sankara à l'époque, voir Cheikh Anta, qu'il avait rencontré à Alger lors d'une conférence. Et c'est Sankara qui demande de venir faire la conférence inaugurale de son Institut des peuples noirs. Je ne sais pas qui lui a donné cette idée. Et c'est comme ça que le jour de la conférence, c'était en avril, à Tourissi, je m'en souviens très bien, Cheikh Anta était décédé en février de la même année. Et c'est Obenga qui est venu. Donc, pour différentes philo, les profs nous ont dit qu'on va, au lieu de venir pour le cours de philosophie africaine qu'il faisait, aller suivre ce qui va se dire là-bas. Il a eu le réflexe de nous envoyer. Et c'est là qu'on a pris conscience. Alors, Obenga arrive avec un texte, il dit que c'est écrit en Afrique par des Africains et que ça parle de philosophie. Et il commence à lire. Nous, on n'avait jamais entendu parler de ça, mais on connaissait les textes d'Aristote ou d'Heidegger sur l'être. Comme ça sonne, il dit, mais oui, c'est la philosophie, il parle de l'être. Donc c'est sérieux. C'est des Africains qui ont fait ça. Voilà, mais après, c'est tout. Mais nous, on a même eu la chance d'avoir assisté à ça. Et c'est venu de quelqu'un qui n'est pas un universitaire. Et qui, je pense qu'il avait vécu, il aurait quand même fait bouger les lignes. Donc, le problème qu'on est en train de poser, c'est celui-là. Comment se fait-il que les gens, encore aujourd'hui, découvrent ces mots-là comme ça dans des conversations ailleurs que dans une salle de classe? C'est ça le problème. Mais qui est responsable de ça? C'est pas les égyptologues, c'est même plus les occidentaux. Hein, c'est vous ceux qui ont colonisé, vous parlez de la morsure coloniale. Ce n'est plus eux, c'est plus eux qui dirigent ces pays. C'est pour ça que ma question a été comment nous, on peut avoir la possibilité, nous, en tant qu'Africains, d'organiser notre propre Salle Bonomi, de là éduquer à nos enfants, 13h30, Salle Bonomi, rencontre avec Philippe Haddock pour son livre Mon jeune spirituelle, grand-père, mentale, psychologique. à l'initiative des éditions Lunatique. 13h30, Salle Bonomi, rencontre avec Philippe Haddock pour son livre Mon jeune grand-père. On doit faire ce qu'il a à faire, sans attendre que ça vienne. Parce que dans les discussions, on entend beaucoup de gens mettre en cause nos gouvernements, des choses comme ça.
c'est un débat sans fin. On peut faire ça pendant les 50 années à venir. Ça ne fera pas bouger les lignes. Par contre, si moi, en tant qu'enseignant, c'est pas le programme, on ne va pas venir dans ta classe te mettre les menottes parce que tu es sorti du programme. Bon, tu fais le programme, mais tu donnes aussi de l'information. Petit à petit, jusqu'à ce que, par la demande pressante de la base, ça fasse bouger les gens qui sont censés concevoir les programmes et qui ne le font pas. Merci, professeur. En tout cas, ce que vous faites déjà est beaucoup et nous sommes contents de vous écouter et d'apprendre en tout cas ce qui nous manque d'informations. Bon, merci beaucoup, merci d'être venu. Nous sommes obligés d'interrompre puisqu'il y a une conférence dans la salle à l'instant. Donc, on va être obligé de libérer la salle. Le temps, très rapidement, s'il y a des personnes qui sont intéressées par l'ouvrage, une dédicace rapide, le temps que les autres s'installent. Voilà.